casque à incertitude réelle. Loterie. MacBook Air OLED. IA, ton moulin va trop vite. Numéro 1. Jeudi 30 mars 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 362. Bonjour à toutes et à tous. Et si le casque de réalité étendue n'était pas présenté à la WWDC 2023 le 5 juin, sur Twitter, Kuo Mingshi dit ne pas être très optimiste parce que la production de masse du casque vient à nouveau d'être décalée d'1 à 2 mois selon lui. Et donc on serait dans le courant du troisième trimestre et plutôt désormais vers la fin de ce Q3, ce qui crée donc une incertitude autour de cette WWDC 2023. Les quantités prévues pour 2023 seraient elles aussi revues à la baisse avec 200 à 300 000 exemplaires tout au plus au lieu des 500 000 initialement prévus. Alors Fabrice, est-ce que c'est en train de donner raison aux doutes qu'on a déjà évoqués en interne chez Apple ? En tout cas, c'est peut-être une des raisons qui alimente toutes ces réflexions autour et toutes ces rumeurs autour des doutes qui régneraient chez Apple. On dirait qu'il y a plein de grains de sable dans les rouages souvent décrits comme très bien huilés chez Apple, dans ce qui est du développement matériel, du développement logiciel et donc de la production, qui, rappelons-le, a été toujours jusqu'à présent la vraie spécialité de Tim Cook. Je pense pas en tout cas que ça remette en cause la présentation à la WWDC. On savait déjà quand même que ce serait une présentation potentiellement réservée aux développeurs. La WWDC, c'est quand même ça d'abord, et pour présenter une nouvelle plateforme de développement, notamment pour la 3D et la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et puis on s'attend aussi à un casque très cher, autour de $3 000, donc c'est pas un produit grand public, donc de toute façon Apple n'en a pas forcément besoin d'une grande quantité, ce qui pourrait peut-être aussi expliquer que finalement ils auraient choisi de retarder un petit peu la production pour s'assurer que ça fonctionnait bien, voire pour pas en produire trop, s'attendant à ce que à ce prix-là, ça parte pas comme des petits pains. Que cache donc le visuel de la WWDC 2023, officiel depuis hier mercredi 19h heure française, 5 au 9 juin prochain, on vous le rappelle, avec Keynote le 5 juin à 19h, heure de Paris. Sur apple.com/WWDC, on découvre en fait deux visuels. Alors l'un semble faire référence à l'arche multicolore au centre du jardin de l'Apple Park, mais ça c'est peut-être l'évidence pour faire diversion parce que vu du dessus, on pourrait tout aussi bien y voir l'arrondi d'un masque de réalité étendue. Et puis sur l'autre visuel, on reconnaît l'Apple Park avec une vue légèrement en surplomb, ça semble aussi assez évident. Mais sur Twitter, Parker Ortolani en a mis deux côte à côte. Et quand on regarde ce visuel, on pense immédiatement à une paire d'yeux, référence possible là aussi au casque. Alors quel est ton sentiment à toi, Fabrice, quand tu regardes et re-regardes ces visuels ? Ah, toujours la grande enquête autour du visuel de l'invitation à toutes les keynotes d'Apple qu'on décortique. Et puis, j'ai pas pris le temps aussi, par exemple, d'aller chercher dans une image en super haute résolution pour zoomer dedans pour voir s'il y avait pas Tim Cook qui nous faisait coucou à la fenêtre. Mais en tout cas, ce serait vraiment étonnant là que ce soit pas quelque chose autour du visuel. Effectivement, certains ont aussi remarqué que ce visuel faisait référence à des lentilles posées en sandwich qu'on utilise justement dans ce genre de casque pour réduire la focale et des choses comme ça. Donc voilà, et puis en plus Apple sait jouer avec tous les symboles qu'on lui connaît, donc le rond de l'Apple Park qui se prête très bien à une paire de lunettes rondes comme celle de Steve Jobs, si on veut aller jusque là, etc. Donc en tout cas le doute ne paraît plus permis sur ce qui devrait être la star de la WWDC, à savoir le casque de réalité augmentée virtuelle X, et je pense que là on est à peu près sûr, et donc on va continuer à en parler à mesure de quotidienne et d'hebdo jusque-là. En tout cas, si vous êtes développeur, il suffit d'avoir un compte développeur Apple à $99 par an pour vous inscrire au tirage au sort pour cette WWDC. Ça se passe sur developer.apple.com/WWDC23/spécial-event, EVENT. Vous cliquez sur Request to Attend, vous mettez vos infos dont l'Apple ID de votre compte développeur et vous validez.
Et ça va aller très vite. Les heureux élus seront prévenus au plus tard, en heure française, dans la nuit de mercredi à jeudi prochain, 5 au 6 avril, 3 heures du matin, heure de Paris. Ça veut dire que dans moins d'une semaine, tout sera plié. Et donc, si vous voulez postuler, faites-le tout de suite. On précise que l'avion, l'hôtel, les repas resteront à votre charge, mais vous aurez le droit de participer le 5 juin avec un beau badge et des goodies à cette première journée à l'Apple Park, avec la possibilité d'y entrer. Et puis, les frais d'inscription n'existent plus. Et on parlait quand même de 1 500 $ par personne, Fabrice. Oui, bien sûr. Alors, la question que je me pose, c'est quand on dit la possibilité de participer, on ne sait pas encore exactement à quoi. En tout cas, ce ne sera pas une keynote, un retour à une keynote traditionnelle avec Tim Cook et les autres sur scène. Il semble qu'on s'achemine plutôt vers une keynote comme la dernière fois dans ce cas-là, où il y avait du public, mais qui ont eu la chance de regarder un film dans la salle de cinéma du Steve Jobs Theater. Donc le plus important dans ces cas-là, c'est plutôt ensuite le fait que tout le monde est réuni, ils peuvent se voir et probablement toucher ce qui va être présenté, à savoir le casque de réalité virtuelle augmentée en démo, comme la dernière fois il y avait eu la démo, un espace démo pour le MacBook Air M2. On avait déjà évoqué l'arrivée prochaine d'un écran OLED pour les iPad Pro qui promettait deux choses, une qualité d'image encore plus grande, même s'il est difficile de se plaindre des écrans LCD actuels, et un prix encore plus élevé. On parlait de 300 $ de plus minimum par modèle. À en croire le site coréen ZLA, Apple aurait également demandé à Samsung Display, la branche spécialisée dans les écrans de Samsung, de travailler à la production d'un écran OLED de 13,3 pouces. Tiens, c'est la diagonale exacte de l'écran du MacBook Air. Vu l'augmentation du prix évoqué sur les iPad Pro, Fabrice, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup ? Coût COUP et coût COUT, avec un petit accent circonflexe. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup sur un MacBook Air ? C'est vraiment à se demander. On avait déjà émis un peu quelques doutes tous sur la pertinence d'une telle augmentation du coût sur un iPad Pro, notamment parce que malgré toutes ces années de développement, et ça bruisse quand même pas mal dans le petit monde de la techno autour du fait que l'iPad Pro n'a de pro que le nom, quoi. C'est-à-dire que Apple a quand même eu du mal après 10 ans d'existence ou même un peu plus, pas pour l'iPad Pro mais pour l'iPad tout court, à en faire vraiment un ordinateur à tout faire. Et donc une telle augmentation du prix, on se demande. Et pour le MacBook Air, c'est censé être un MacBook d'entrée de gamme, en tout cas plus abordable que la moyenne de tous les MacBooks de la gamme. Et une telle augmentation du prix, sachant que le MacBook Air M2 a lui-même déjà marqué une augmentation du prix assez sévère, ce serait difficile à justifier si c'est uniquement pour avoir des contrastes encore meilleurs, puisque c'est notamment ça qu'apporte l'OLED. En l'état des informations qu'on a, ce serait franchement difficile à justifier. C'est une mise en garde co-signée, et c'est déjà un événement, par Elon Musk, Steve Wozniak et plusieurs centaines de chercheurs. Ils appellent à une mise sur pause pour au moins 6 mois des recherches en cours autour des intelligences artificielles qui iront au-delà de ce dont ChatGPT 4 est déjà capable. Ils mettent en avant, je cite, de graves risques pour notre société. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice ? On a l'impression que tout le monde se réveille là. Tout le monde se réveille, tout le monde se rend compte de la vitesse infernale à laquelle progresse l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, on en a déjà beaucoup parlé, que ce soit les robots conversationnels, la génération d'images, la génération de musique, la génération de tout ce qu'on veut, quoi. Et ce qui est très très étonnant, c'est que c'est rentrer dans les conversations bien au-delà du cercle techno, très très vite. On a eu souvent le cas d'indiquer par exemple que Bing, le moteur de recherche de Microsoft dont personne en gros n'avait jamais entendu parler, a attiré au bout de quelques jours avec Bing Chat AI 100 millions d'utilisateurs par jour. Et tout le monde connaît aussi donc les plateformes de génération d'images, DALL-E, Midjourney. Ça passe même, on commence à entendre plusieurs fois, mais j'ai entendu sur France Info, dans la rubrique Le vrai du faux, les gens qui se posent la question, alors c'est une vraie image, est-ce que l'image de Emmanuel Macron sur un tas d'ordures, est-ce que c'est une vraie image ?
Donc tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement il y a de quoi se poser des questions sur ce que ça va faire sur notre société, ça bouscule, et le fait que des noms, alors comme celui de Musk, de Wozniak, mais aussi des gens qui sont vraiment dans la recherche de l'IA, ce qui n'est pas le cas de ces deux-là, pas directement, ça alimente la réflexion. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir aussi sur le fait, même pour eux, même eux qui sont à la recherche de temps de vitesse, ils trouvent que ça va trop vite. Il faut absolument réfléchir à la question. J'ajouterai une petite chose, c'est que quand même, demander un moratoire de 6 mois sur la recherche, je pense que ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que personne va s'arrêter. En fait, les outils sont là et je crois pas que la recherche s'arrête. Et puis on appelle ça un départ fulgurant. 48 heures après son lancement officiel, l'appli Apple Classical Classic en français se retrouve numéro 1 des applis gratuites au classement de l'App Store aux États-Unis. Fabrice, c'est quand même une surprise, même si elle bénéficie évidemment de toute la puissance marketing d'Apple. C'est vrai que c'est un peu une surprise. On n'a pas l'impression véritablement que la musique classique soit aussi populaire que la musique pop, donc, pour reprendre les différences entre les deux types de musique que nous avait défini Marc Ajar, notre invité dans l'hebdomadaire. Mais le fait est que les gens qui écoutent de la musique classique, il y en a donc beaucoup, et il y avait un vrai manque que Apple remplit. On l'a vu, remplit vraiment très bien, c'est-à-dire pouvoir vraiment chercher spécifiquement un morceau, une œuvre, une interprétation. L'appli le fait bien, et en plus, c'est inclus dans l'abonnement Apple Music si on en a déjà un. C'est un vrai plus, c'est une vraie valeur ajoutée. Moi j'ai envie là pour le coup en plus de saluer l'effort d'Apple dans le domaine, parce que c'est un vrai apport culturel à la portée de quasiment tous. En tout cas c'est vraiment ouvert au plus grand nombre. Voilà le résultat finalement. La quotidienne iWeek revient demain.